Les épreuves du baccalauréat nouvelle formule pourront-elles se dérouler comme prévu alors que se multiplient les actions de blocage dans des lycées, des enseignants et des élèves marquent ainsi leur opposition aux nouvelles modalités de l'examen, réforme du bac, colère des enseignants et des élèves. Le gouvernement doit-il revoir sa copie? Pour en parler, je suis en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Tout Bonjour, à l'heure, Julien vous Bernard. serez rejoint par le chercheur en pédagogie Philippe Mérieux, avec lequel vous débattrez de cette réforme et on va longuement, bien entendu, évoquer votre projet pour l'école, Jean-Michel Blanquer. Mais tout d'abord, une question sur ce que l'on pourrait qualifier de mauvaise passe, la mauvaise passe du gouvernement, avec une série de couacs, avec ce que Libération appelait une boulette géante. Quel est votre sentiment sur cette succession de problèmes, ce refus de porter la période de congé pour le deuil d'un enfant de 5 à 12 jours, et puis les autres questions qui semblent déchirer la majorité? Oh, il y a différentes choses que vous rassemblez dans ce que vous venez de dire. Ce qui est certain, c'est que la semaine dernière n'a pas été très bonne et il y a eu au moins deux erreurs qui ont été reconnues, tout simplement, hein, et qui sont pas forcément d'ailleurs des erreurs qui étaient dues à telle ou telle personne, mais parfois à des sortes de logiques de situation. Mais il est évident que ça n'a pas été une bonne semaine. En revanche, que tel ou tel problème qui ont eu lieu la semaine dernière occulte d'autres choses qui se passent et qui en réalité sont plus importantes et plus structurelles. Je pense à la baisse du chômage, je pense au bon chiffre de l'apprentissage, qui s'articule d'ailleurs avec des choses qui sont bonnes aussi en ce moment dans l'enseignement professionnel français. Une série de nouvelles en réalité qui touchent beaucoup plus la vie des Français doivent être aussi soulignées. Et je pense qu'il faut qu'on sache un peu avoir des visions équilibrées de l'actualité et puis aussi peut-être une mise en perspective, parce que je pense que quand on regarde dans la durée, il y a toujours eu de ce genre de difficultés à certains moments. Maintenant, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître une erreur. C'est ce qu'a fait Muriel Pénicaud s'agissant de cet amendement. Mais pour justement essayer de faire mieux maintenant, notamment en ayant une approche plus approfondie du problème. Idem pour Nicole Belloubet, qui a reconnu que sa phrase était malheureuse. Donc je pense qu'il faut maintenant passer à autre chose. Juste une dernière question là-dessus. Est-ce que ça ne renforce pas le procès en arrogance, en inhumanité de ce gouvernement? Dans la dernière phrase que je viens de vous dire, il y a peu d'arrogance, puisque je vous dis que et Muriel Pénicaud et Nicole Belloubet ont reconnu, non mais pas de ma part, mais même de la part de... Vous savez, c'est toujours un beau signe justement de non-arrogance que de reconnaître une erreur, et c'est ce qu'elles ont fait toutes les deux. Donc voilà, et même d'ailleurs le Premier ministre a assez, je dirais, élégamment pris sur lui l'erreur qui n'était pas que de Muriel Pénicaud, mais qui était de la mauvaise préparation de ce débat et n'avoir pas vu le sujet dans toute sa plénitude. Voilà, ça a été dit. Donc je pense que non, c'est pas de l'arrogance, c'est tout simplement que vous savez, il y a beaucoup de sujets tous les jours. On est dans des sociétés complexes. Tout le monde est très exigeant avec un gouvernement. C'est normal d'ailleurs. Maintenant, il faut aussi raison garder dans le débat public et savoir avoir une vision équilibrée. Peut-être de temps en temps aussi savoir parler des choses qui s'améliorent. Et puis créer des cercles vertueux dans notre pays, parce que vous savez, l'avenir de notre pays dépend de chacun d'entre nous. C'est pas que un gouvernement et une société. Jean-Michel Blanquer, vous publiez un dialogue avec Edgar Morin. Quelle école voulons-nous? La passion du savoir. Et alors, dans ce livre, on vous découvre très agacé par la sociologie de l'éducation. Il me semble, dites-vous, qu'il existe une tendance dans la sociologie française à lire la société à travers le seul prisme des inégalités, et vous dénoncez une sorte de pessimisme de principe. Expliquez-nous. De façon générale, le pessimisme n'est pas ma tasse de thé. Vous le voyez dans ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que dans la vie, on peut toujours souligner ce qui ne va pas. Et il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et c'est utile, et nous savons assez bien faire ça. Et heureusement, ça s'appelle aussi la base de l'esprit critique. Maintenant, ça ne doit pas nous emporter vers une sorte de cercle vicieux. Et j'ai rien contre la sociologie de l'éducation. Au contraire, j'en lis beaucoup, et j'ai certains livres qui sont des références pour moi. Donc c'est pas du tout une attaque contre la discipline, bien au contraire. Par contre, ce que j'observe, c'est que un certain discours sur les inégalités, pas tous les discours, parce qu'il faut parler des inégalités, il y en a, il faut les pointer, c'est ce que je fais d'ailleurs très fortement, notamment dans notre politique d'éducation prioritaire, mais pour aller vers des solutions. L'exemple typique que je cite souvent, hein, c'est cet élève issu de milieux défavorisés qui racontait a posteriori que quand il entendait les théories de Bourdieu sur les inégalités, il se sentait assigné à ces difficultés. Autrement dit, ce qu'il comprenait de ce qu'on lui disait,
quand on lui disait qu'il y avait une forme de fatalité, de destin déjà tracé pour quelqu'un quand il est enfant, eh bien il se disait « Ah bah ça veut dire que donc je ne vais pas m'en sortir ». Donc c'est cela que je pointe, c'est qu'à force, ça ne veut pas dire que certaines théories ou certaines analyses sont fausses, ça veut dire que parfois on se complaît dans cela, on oublie de voir les portes de sortie, on oublie de souligner ce qui va et on oublie de souligner les leviers qui nous permettent de lutter pour de vrai contre les inégalités. Parce que Bourdieu dit précisément l'inverse, qu'il révèle des inégalités pour que celles-ci soient conscientisées. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au nom des théories de Bourdieu qui nous ont conduit à plus d'inégalités que par exemple d'égalité. L'édulcoration des savoirs, par exemple, c'est un exemple typique. On dit... comme la culture classique serait une culture bourgeoise, il faudrait finalement ne plus la transmettre parce que sinon on avantage les enfants de bourgeois. Ça, c'est typiquement une fausse idée. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on a tout simplement édulcoré les savoirs et par contre les enfants favorisés, eux, dans la famille, peuvent compenser cela, ce qui n'est pas le cas des enfants défavorisés. Il faut avoir un diagnostic juste pour poser un pronostic juste et on doit pointer les inégalités, mais pour les combattre. Mais précisément, votre réforme du CAPES, dont on parle peu parce qu'on parle beaucoup de la réforme du bac, est accusée d'édulcorer les savoirs et de tourner le dos à une répartition entre disciplines qui était profitable aux enfants parce que les professeurs sont formés dans des disciplines. Jean-Michel Blanquer, que faites-vous de cette critique adressée à votre réforme ? J'ai entendu qu'il y avait cette critique, j'ai entendu aussi la critique symétrique. Autrement dit, vous savez, il y a souvent dans le débat... Vous avez entendu plutôt la première. Ça, je vous assure, j'ai reçu les organisations syndicales qui représentent chacun des deux camps, puisque vous avez dans le monde syndical français les deux approches. Autrement dit, doit-on plutôt appuyer sur les disciplines ou doit-on plutôt appuyer sur les modes de transmission, donc sur la pédagogie ? Et chaque professeur sait que c'est évidemment les deux, c'est-à-dire qu'on doit à la fois maîtriser un savoir et maîtriser une pédagogie. Il faut avoir la passion du savoir et la passion des élèves. Et le CAPES doit évoluer d'une manière qui, justement, permet d'avoir ces deux qualités-là. Quand vous passez le CAPES, normalement, vous avez déjà votre master, vous avez déjà prouvé des choses en matière disciplinaire. Il faut le reprouver en partie à l'occasion du CAPES, bien sûr. Je serai le dernier à vouloir édulcorer ça, mais il faut aussi montrer aussi une capacité pédagogique, notamment à l'oral, ce qui est quand même la fonction du professeur. Et on a donc parlé d'une leçon, faire une leçon n'est pas que je sombrer dans un quelconque délire pédagogique, c'est juste avoir la volonté de faire démontrer aux futurs professeurs un panel de qualités qui sont indispensables. Mais alors, ce que certains professeurs redoutent, et je ne parle pas de syndicats, c'est par exemple la possibilité de devoir faire un cours, remplacer un prof absent dans une autre discipline que la leur. Ils ont raison d'avoir peur ou c'est une hypothèse qui est écartée ? Non, là, c'est un tout autre sujet que vous abordez là. Ça n'a pas de rapport avec le CAPES. Mais c'est un rapport avec la question de la discipline. Oui, alors vous avez aujourd'hui en lycée la bivalence ou la polyvalence, ça existe par exemple en lycée professionnel. Les professeurs des écoles sont polyvalents. Vous avez donc et puis cette question de la discipline est en réalité chargée de bien des complexités parce que par exemple quand vous êtes professeur d'histoire-géographie, de fait vous êtes bivalent. Vous enseignez et l'histoire et la géographie. Vous êtes même trivalent puisque vous enseignez l'éducation civique et morale. Donc, mais je crois que est-ce que vous envisagez d'augmenter cette bivalence, trivalence, quadrivalence pour les profs dans le futur ? Pas spécialement ou pas du tout ? Non, pas particulièrement, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est aussi ouvrir des possibilités aux professeurs. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un professeur de lycée professionnel qui, de fait, est bivalent. Par exemple, lettres-histoire, ça existe, et ça ne choque personne, tout le monde trouve ça bien, qui a envie de se reconvertir en professeur de collège et qui, dans le collège, pourra enseigner et les lettres et l'histoire. Ça existe. Ce sont des choses, donc il ne faut pas fermer des portes par rapport à ces possibilités. Mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga d'une évolution du métier. Bon, mais si un professeur de mathématiques n'estime pas pouvoir être bivalent et enseigner autre chose que les mathématiques, est-ce qu'il sera contraint ? Non. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup sur la base du désir, du volontariat, etc. Regardez ce que nous avons fait cette année en informatique. Parmi les innovations importantes de la réforme du lycée, il y a la création d'une discipline nouvelle, l'enseignement de spécialité qui s'intitule numérique et sciences informatiques. Pour cela, il a fallu qu'on forme 2000 professeurs nouveaux pour cet enseignement de spécialité qui est implanté dans plus de la moitié des lycées. C'est une énorme innovation pour la France et donc pour nos élèves. Eh bien, on a formé ces 2000 professeurs depuis qui existaient déjà dans d'autres disciplines. Parfois, ils venaient des mathématiques en particulier, mais ils pouvaient être de sciences physiques. Ils sont de facto devenus bivalents. Et certains sont et professeurs de mathématiques et professeurs d'informatique et en sont très heureux. Donc, je crois que sur ces sujets, il faut être ouvert et basé sur le volontariat. Votre réforme du baccalauréat, Jean-Michel Blanquer, soulève la colère des professeurs avec beaucoup de protestations. Pas de tous. Alors,
J'allais rajouter ça, parce qu'ensuite, on va avoir des difficultés à sous-peser ça. Mais disons que il y a énormément de protestations des professeurs qui sont en colère. Vous allez me dire que c'est tautologique. On entend moins les professeurs qui sont satisfaits de la réforme, même si des chefs d'établissement ont signé une tribune à ce sujet. Est-ce une colère qui, selon vous, procède d'une incompréhension de votre réforme ? J'entends les oppositions qui peuvent exister, et c'est bien normal que tout le monde ne soit pas d'accord avec une réforme aussi importante. C'est une réforme très profonde qui change beaucoup de choses. Elle a d'abord changé la question du choix des élèves. La fin des séries était quelque chose de très attendu par beaucoup de gens, et les élèves de première en ont bien vu les vertus, en étant en situation de pouvoir choisir 3 enseignements de spécialité en première, de faire des combinaisons correspondant plus à leurs désirs. Ce faisant, nous avons aussi plus approfondi ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire on a des programmes plus approfondis. Si vous interrogez discipline par discipline, très souvent vous verrez les professeurs de mathématiques, puisqu'on peut en parler, de physique-chimie par exemple, mais d'autres disciplines aussi, vous dire que les nouveaux programmes sont, passez-moi l'expression, mais plus sérieux, vont plus au fond des choses. J'entends surtout dire qu'ils sont très très lourds, des programmes très lourds qui sont exigeants mais assez inadaptés à la pratique. On appelle lourd un programme sérieux qui ne nous plaît pas. Mais j'ai un extrait du programme de première, la Troisième République avant 1914, la mise en œuvre du projet républicain, un extrait du programme de terminale. C'est très très large quand même, Jean-Michel Blanquer. En histoire, il y a toujours cette difficulté que l'histoire est tellement dense en ce 21e... Enfin, l'histoire qui nous précède est tellement dense que vous savez que soit on dit que c'est lourd, soit on dit qu'on a oublié de parler de ceci, de cela. Donc ça a toujours été un enjeu, et il n'y a pas de solution miracle. Donc je reconnais volontiers que c'est dense. Maintenant, ce que j'assume, tout programme confondu, c'est que l'objectif que nous avons poursuivi, c'est, oui, en effet, d'avoir une exigence renouvelée, c'est-à-dire de se dire, puisque les élèves choisissent l'enseignement de spécialité, ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là parce qu'ils sont dans un couloir, ils sont là parce qu'ils ont choisi, conformément à tout ce qu'on a dit depuis le début, ce qui leur plaît. À partir du moment où ça leur plaît, ils peuvent approfondir davantage et trouver du plaisir à cet approfondissement. C'est ça l'idée. Mais je reconnais que tout ceci crée du travail en plus, d'abord pour les professeurs qui ont dû d'abord s'adapter aux nouveaux programmes, et puis effectivement, parfois constater un hiatus entre cette exigence un peu plus forte, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas peut-être fait rebondir l'exigence dans notre système, alors même que tout le monde se plaint d'un certain déclin, à commencer par les professeurs d'université qui, en première année, constataient toute une série de lacunes de nos élèves. Donc on prend à bras-le-corps ce sujet dès l'école primaire et aussi à travers la réforme du lycée. C'est donc un peu paradoxal aujourd'hui de se voir attaquer sur ce point, mais j'assume qu'en effet, nous voulons rehausser le niveau général et que c'est la plus forte des mesures sociales que l'on peut prendre. Parce que tout ceci, c'est évidemment au bénéfice de ceux qui n'ont pas d'autres ressources que l'école pour eux. Et donc, c'est à mes yeux essentiel d'assumer cela. Et évidemment que ça doit s'accompagner. Et évidemment que j'entends les difficultés pratiques que ça peut poser. Ça veut dire que vous allez finalement réformer la réforme ? Bien sûr, il y a un comité de suivi du baccalauréat que j'avais annoncé dès le mois de juin, qui fait partie tout à fait de la philosophie de la réforme. Qu'est-ce que vous pourriez annoncer ? Parce que la liste des critiques adressées à cette réforme, vous dites que ça va représenter... J'ai déjà le comité de suivi travaille depuis la rentrée scolaire dernière. Il a déjà fait des propositions pour faire évoluer la réforme. C'est déjà, je pense, une bonne méthode. J'ai déjà retenu plusieurs propositions. Par exemple, en français, on a allégé un petit peu les exigences parce qu'on a tenu compte de ce que nous disaient les professeurs de français. En mathématiques, on s'organise l'année prochaine pour que ce soit plus en groupe de compétences. Tout ça, ce sont des préconisations du comité de suivi. Il y en aura certainement d'autres. Et donc, si vous voulez, dans un système apaisé où on est tous de bonne foi, on peut parfaitement, évidemment, améliorer tout ce qui doit être améliorable. J'ai jamais prétendu que tout était parfait d'emblée. Surtout, encore une fois, sur une réforme d'une telle ampleur, qui essaye de prendre à bras-le-corps des choses que beaucoup de gens pointaient depuis 20 ans, 30 ans. Et évidemment, au moment où on le fait, ça bouscule un peu, ça je le reconnais volontiers. Une surcharge de travail conséquente, vous le reconnaissez, et des professeurs qui vont recevoir par exemple une indemnité de 50 € pour les copies de contrôle continu en première, 50 € en plus qu'ils perçoivent comme une forme d'humiliation, Jean-Michel Blanquer. C'est 50 € par paquet, si je puis dire. Donc il y a plusieurs paquets de copies. Ce sont de gros paquets, ça représente beaucoup de travail. Que de façon générale, la rémunération des professeurs en France ne soit pas suffisante. S'il y a bien quelqu'un qui le dit, c'est moi. Et je l'ai dit dès que je suis arrivé. Certains font, j'entends dans le débat public, des gens qui font comme si je n'avais pas dit ça ou comme si je disais le contraire de ça. Non, vous n'avez pas arrêté de le dire. Vous l'avez dit, mais ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Là, je vous le dis très clairement ce matin. J'ai commencé à le dire en décembre, mais ça devient de plus en plus
précis, parce qu'il y a du travail qui est fait, notamment avec les organisations syndicales, que je vois demain dans un rendez-vous d'ailleurs très important, dans une étape très importante. Nous sommes à la veille, c'est-à-dire à la veille de 2021, d'une augmentation des professeurs comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps, parce que nous sommes en train de programmer en finances publiques cette possibilité. Nous parlons quand même d'1 million de personnels de l'éducation nationale. Chacun peut comprendre que ça n'est pas simple, que ça va être un grand effort de la nation, mais qui va se traduire par des augmentations très substantielles. Et pas de quoi se payer une pizza, comme je l'ai entendu dire. C'est beaucoup plus fort que ça, ce qui se profile, notamment pour les plus jeunes, et notamment pour travailler sur l'attractivité du métier. Dans cette vision d'ensemble, on doit rendre aussi visible ce qui est invisible dans le travail des professeurs. Je pense en particulier aux corrections de copies, justement. Et donc, dans ces évolutions de la rémunération, on doit évidemment prendre mieux en compte ce point-là. Voilà, il y a encore une fois la question de la réforme des retraites, parce que vous dites qu'il y a une augmentation prévue, mais cette augmentation prévue, elle est aussi en partie là pour compenser la perte subie par les enseignants à leur retraite avec la réforme, si celle-ci est adoptée dans les formes où elle est censée l'être, avec dans l'étude d'impact, semble-t-il, une erreur qui a été soulevée. Alors l'humanité en parle aujourd'hui, une erreur entre le brut et le net que toucheraient les enseignants lors de leur retraite. Et si cette erreur est corrigée, on se rend compte que les enseignants vont perdre 150 euros par mois dans leur retraite, ce qui est évidemment une somme importante. Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à cette perte substantielle ? D'abord, il y a tout un travail, tout le sujet est évidemment éminemment complexe. Encore une fois, on parle d'1 million de personnes, on parle de l'évolution d'un système général de retraite et ensuite de la situation spécifique des professeurs. Nous sommes donc dans un travail à la fois technique et de dialogue social qui dure environ 6 mois, en tout cas avec une nouvelle étape de 6 mois qui a commencé en janvier et qui finit en juin, dont le but a été clairement affiché. Il est même explicité par le président de la République dès le mois d'avril dernier, par le Premier ministre en décembre, par notre volonté de mettre dans la loi cet objectif, c'est-à-dire de garantir que les professeurs, pour la première fois, c'est une garantie qui est mise, que les professeurs aient un niveau de pension comparable aux fonctionnaires de catégorie A, ce qui signifie en clair que le niveau de prime des professeurs va être de prime pour tous, je tiens à le préciser, le niveau donc indemnitaire, comme on dit, va être garanti à un niveau qui n'était jamais garanti jusqu'à présent. Cet objectif, on le met dans la loi. Je sais qu'on me dit il y a l'avis du Conseil d'État. Je rappelle que c'est un avis, que par ailleurs l'argumentaire est discutable et que de toutes les façons, quoi qu'il en soit, nous avons affiché cette volonté politique qui se verra dès le mois de juin prochain quand on aura le projet de loi de programmation pour l'éducation nationale. Donc en réalité, on est en situation, premièrement, de garantir le niveau de retraite des professeurs. Deuxièmement, d'améliorer leur rémunération de manière substantielle et notamment les plus jeunes, ceux des plus jeunes et des milieux de carrière. Troisièmement, d'avoir une vision des ressources humaines complètement renouvelée dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que quelque chose qu'on s'occupe enfin du bien-être des professeurs, d'une gestion personnalisée des ressources humaines, de quelque chose de beaucoup moins anonyme, beaucoup plus dynamique, le tout au service de la qualité de notre service public d'éducation qui peut être amélioré grâce à ça, parce que des professeurs mieux reconnus, matériellement et immatériellement, seront évidemment au service d'un service public d'éducation toujours meilleur. C'est cela qui se joue. Donc, si vous voulez, ce qui est souhaitable, c'est qu'on soit dans un système beaucoup plus apaisé, où on s'écoute, où on se parle de bonne foi. Moi-même, je suis parfaitement capable d'entendre un certain nombre de revendications. Je crois que je suis en train de... C'est une forme de vous le dire. mea culpa que vous êtes en train de faire ? Je sais. Écoutez, si vous avez besoin d'un mea culpa, moi, je n'ai besoin de rien, je vous pose la question. Il faudrait me dire sur quoi je dois faire un mea culpa, mais en tout cas... par exemple, sur le fait que cette réforme, elle est trop lourde, qu'elle provoque un contrôle continu au détriment de l'enseignement. Là, vous revenez à la réforme du baccalauréat. Alors, non, notamment, mais enfin bref... sur la question des rémunérations, si vous voulez, je veux bien faire tous les mea culpa qu'on veut, mais j'ai juste travaillé énormément depuis 2 ans et demi pour arriver au résultat auquel nous sommes là, maintenant, c'est-à-dire être en mesure de faire une des meilleures, plus grandes augmentations de rémunération qui a eu lieu depuis des décennies. Alors, on est tous très imparfaits et je ne prétends pas tout réussir, mais enfin, ce que je prétends, c'est avoir travaillé pour les professeurs, pour l'éducation nationale, en pointant des problèmes qui sont pointés depuis très longtemps. Et comme souvent, quand on s'attaque pour de vrai aux problèmes, il y a du frottement, il y a de la difficulté, il y a de l'incompréhension, a fortiori quand on a un débat public tonique comme nous l'avons en France. Jean-Michel Blanquer, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Philippe Mérieux. Il est spécialiste des sciences et en recherche au sujet de l'éducation. Et vous évoquerez avec lui vos différents projets pour l'école de demain.
La solidarité gouvernementale, la fameuse, c'est la manière politique de dire gardez vos états d'âme pour vous ou pour la publication de vos mémoires. C'est pour cette raison, plus récemment, que l'écrivaine Leila Slimani a refusé le ministère de la Culture par crainte, disait-elle, de perdre cette liberté. Un ministre, pour avoir du poids, doit aussi connaître le labyrinthe de la haute administration avec ses codes et ses rites, cet état dans l'état, ce pays des autres, s'engager les yeux fermés, faute de quoi un ministre n'est qu'un symbole, une incarnation dénuée de chair et de postérité. Est-ce en raison de cette inexpérience que Muriel Pénicaud n'a pas vu venir le piège politique sur ce sujet sensible du congé parental de deuil l'autre jour à l'Assemblée? Cela dit, à mi-mandat, il faut constater, Jean-Michel Blanquer, que vous n'avez pas encore fait une Léon Schwarzenberg. Vos réponses empruntent rarement à l'improvisation et sont taillées sur mesure, parfois d'ailleurs dans le bois le plus pur. Il faut dire qu'il y a société civile et société civile. Vous avez fait partie du cabinet du ministre de l'Éducation, Gilles de Robien. Vous avez été le directeur général de l'enseignement scolaire également du ministre Luc Châtel sous la droite. Bref, vous connaissez en réalité la politique de près. Ce n'est pas un monde que vous avez totalement découvert. Et voilà pourquoi cette notion de société civile est assez imprécise au fond. Un responsable d'ONG très engagé politiquement est-il issu de la société civile au même titre qu'un boulanger ou qu'une avocate? Cette expression masque parfois une dépolitisation factice. Pourtant, le quota de ministre société civile est devenu la règle en ces temps de dégagisme ambiant où il est mal vu d'être élu de longue date. Mais dès lors, à partir de quand, de combien de mois de pouvoir est-ce qu'on perd son statut de société civile? Votre billet politique, Frédéric Seyss, on va faire réagir immédiatement Jean-Michel Blanquer à ce que vous venez de dire. Je suis en bonne partie d'accord avec ce billet, sauf quand vous dites que je pratique la langue de bois. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire n'est pas de la langue de bois, j'espère. Mais j'ai toujours été un peu dubitatif par rapport à une distinction, en tout cas dans son côté binaire. En réalité, la chose que vous décrivez, elle existait avant même qu'on utilise le mot, puisque c'est un peu avec la Ve République et le général de Gaulle qu'on a une sorte de double légitimité, soit des personnes qui ont une légitimité par le vote, et c'est fort heureux en démocratie, soit par la compétence qu'ils ont sur un sujet. Donc c'est ce sujet de la compétence, plus que d'une société civile distincte de je ne sais quoi d'ailleurs, en réalité, qu'il faut faire c'est autour de ça qu'il faut faire une distinction. Et après, la légitimité, elle est forcément politique, elle est liée à la confiance du chef de l'État, du Premier ministre, de la majorité parlementaire, et elle est liée aussi à tout ce que vous faites dans votre action. Vous connaissez donc assez bien la fonction de ministre. Quelle est la partie que vous aviez le moins anticipée, qui vous a le plus surprise? Alors, c'est vrai que s'agissant du ministère de l'Éducation nationale, vous avez raison de dire, je le connaissais bien de l'intérieur, donc j'ai pas eu de très grandes surprises sur les choses. En revanche, dans la vie politique, l'exercice qui a été le plus surprenant pour moi, c'était la réponse aux questions au gouvernement chaque mercredi, puisque c'est un exercice, et maintenant chaque mardi, effectivement. C'est très, très particulier parce qu'il faut concentrer en 2 minutes sa réponse à une question en général complexe. Donc c'est un exercice très particulier auquel j'ai mis plusieurs semaines à m'habituer. Et quand sur le budget de l'an dernier, vous aviez dû rendre 1800 postes dans l'éducation nationale, est-ce que vous n'avez pas là justement payé une certaine inexpérience des arcanes, des rapports de force face à Bercy? Pas du tout, parce que, et d'ailleurs vous en avez un petit peu la démonstration dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, puisque je vous rappelle que à la sortie du grand débat, le président de la République a dit que ce n'était plus un objectif que d'avoir une suppression d'envois publics. Nous avions d'ailleurs beaucoup discuté de ce sujet-là. J'ai toujours plaidé, pour le fait que la question de la suppression ou de la création de postes dans l'éducation nationale ne devait pas être un sujet qui nous obnubile. On devait au contraire être sur les enjeux qualitatifs. Et c'est ce que j'ai obtenu justement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suppression ou de création pour le principe. Il y a, par exemple, des créations dans le premier degré. C'est vrai, quelques suppressions dans le second degré, parce qu'on fait cette priorité de l'école primaire, et on est sur des enjeux d'évolution qualitative. 8h25 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Réforme du bac, mobilisation des enseignants. Nous sommes en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et nous recevons le chercheur en pédagogie, Philippe Mérieux. Bonjour. Vous êtes l'un des penseurs de l'éducation les plus écoutés à gauche. Oh, vous faites la moue, ne soyez pas modeste. Philippe Mérieux, j'aimerais votre regard sur les réformes entreprises par Jean-Michel Blanquer. Alors avant de parler des réformes, peut-être un mot sur la situation quand même, que je trouve assez inédite aujourd'hui. Je n'ai jamais vu pour ma part une telle rupture entre la majorité des enseignants ou une très grande partie des enseignants et
l'administration de l'Éducation nationale et son ministre. Il me semble que nous assistons quand même à des phénomènes tout à fait étonnants, originaux, qui doivent nous faire réfléchir. Alors, évidemment, les réformes de Jean-Michel Blanquer ne sont pas seules en cause. Je pense qu'il y a 3 éléments qui se conjuguent. Il y a d'abord une souffrance au travail de la part de beaucoup d'enseignants. C'est devenu difficile. J'étais content d'entendre Jean-Michel Blanquer tout à l'heure relativiser ses propos sur la sociologie de l'éducation, parce que c'est vrai que cette sociologie de l'éducation nous apprend quand même à quel point l'origine sociale des élèves pèse dans leur devenir. Et les enseignants sont aux premières loges pour repérer cela et tenter de corriger cela. Et c'est pour eux souvent une source de souffrance, une source d'inquiétude et de souffrance. Mais à cette situation difficile des enseignants s'ajoute, je crois, un ensemble de ce que j'appelle volontiers des brutalisations institutionnelles quand même depuis 2 ans. Brutalisation au niveau de l'enseignement primaire avec des injonctions permanentes, avec des évaluations systématiques qui donnent le sentiment aux enseignants qu'ils n'ont plus vraiment de liberté pédagogique, qui sont amenés simplement à exécuter des ordres qui viennent d'en haut. On a vu une brutalisation au niveau des directeurs d'école. Le suicide de Christine Renon a été un déclencheur à cet égard. Dans les lycées, bien sûr, il y a eu une réforme des lycées. Il y a une réforme des lycées. Moi, j'ai été choqué pour ma part de la manière dont ont été traités les lycées professionnels. Et en particulier le fait qu'ils étaient traités à part. Et puis vous avez tout à l'heure, monsieur le ministre, souligné la montée de l'apprentissage. Oui, l'apprentissage monte et effectivement, on sous-traite une partie de l'échec scolaire et des difficultés scolaires au patronat. On diminue les horaires d'enseignement général dans les lycées professionnels. On va très vite, me semble-t-il. Un dernier mot, Philippe Merrieux. Oui, on va très vite et avec les E3C dont nous reparlerons sans doute, là où on pouvait imaginer peut-être une scolarité plus sereine, eh bien, on a en réalité un stress et un examen permanent que vivent extrêmement mal à la fois les enseignants et les élèves, et même les parents. Une réponse à ce que vient de dire Philippe Merrieux. J'espère avec la même capacité à dérouler un argumentaire sans être interrompu. D'abord, c'est un réquisitoire là, que Philippe Merrieux vient de faire, qui ne donne pas beaucoup dans la nuance, et je vois dans ses écrits qu'il donne de moins en moins dans la nuance. D'ailleurs, Philippe Merrieux a un peu la mémoire courte, parce qu'il a connu des moments difficiles sur le plan institutionnel quand il était auprès de Claude Allègre et qu'il essayait de faire des réformes qui, à l'époque, rencontraient beaucoup d'opposition et pour lesquelles il y a eu beaucoup de critiques. Mais indépendamment de ça, ce qui est important, c'est de regarder les faits. Les faits, c'est qu'il y a une politique, d'abord, effectivement, de priorité à l'école primaire. C'est absolument pas une politique d'injonction. Je sais qu'elle est caricaturée par Philippe Merrieux ainsi, mais ça n'est pas du tout ça. C'est au contraire une politique extrêmement sociale. Moi, je ne me paye pas de mots en matière sociale. J'agis. Le dédoublement des classes de CP et de CE1, au moment où je vous parle, ça concerne 300 000 élèves. La semaine dernière, j'étais à Lyon. J'ai rencontré des professeurs qui font ces dédoublements. Ils m'ont pas du tout parlé de souffrance. Et c'est au contraire une nouvelle ère qui s'est ouverte pour eux. Ils sont en train de faire réussir leurs élèves. Alors, par une combinaison de 2 choses, de mesures budgétaire et sociale fondamentale avec ce dédoublement, mais aussi avec des évolutions qualitatives dont ils sont très heureux, qui passent par de la formation continue. Les sujets de méthode de lecture, puisque c'est à ça que fait référence Philippe Merrieux en particulier, sont des sujets qui supposent un éclairage et une formation continue permanente des professeurs qui ont un savoir-faire qui sans arrêt évolue. Et donc, non seulement c'est pas un sujet de souffrance au travail, mais c'est au contraire un sujet de progrès. Et donc, ils sont là, je vous le dis très concrètement, sur ces élèves-là, ils sont tout simplement en train de progresser. Les professeurs que je rencontre à l'école primaire me disent, en REP et en REP+, c'est-à-dire dans 20% des territoires les plus défavorisés, ils me disent, voilà, on a au mois de février la totalité de nos élèves qui savent lire. Et c'était pas vrai auparavant. Donc, si vous voulez, il y a une manière de décrire les choses et de caricaturer en faisant comme si les mesures étaient antisociales ou comme si elles n'étaient pas respectueuses des professeurs, qui est un peu votre manière de procéder, puisque de temps en temps, il m'arrive de vous lire. Et je pense que vous faites beaucoup plus de politique qu'autre chose quand vous dites cela. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre le sens de tout cela. C'est-à-dire, premièrement, les fondamentaux bien ancrés à l'école primaire et l'épanouissement de l'élève, ça va avec. Et deuxièmement, une liberté de plus en plus forte pour nos élèves, notamment par les choix qu'ils peuvent faire au lycée. Vous avez parlé de l'apprentissage tout à l'heure. Là aussi, c'est les fausses oppositions typiques. N'opposons pas l'apprentissage au reste du système. Tout à l'heure, en quittant cette émission,
j'annoncerai 23 nouveaux campus professionnels en France. Ce n'est pas spécialement de l'apprentissage, c'est de l'enseignement professionnel, avec parfois de l'apprentissage, parfois pas. Mais c'est évidemment de nouvelles perspectives pour les élèves concernés. Moi, je suis extrêmement attentif à l'enseignement professionnel. D'ailleurs, la réforme du lycée professionnel, dont on parle beaucoup trop peu dans les médias, est une réforme extrêmement importante qui a lieu en ce moment et qui est à la fois une modernisation pédagogique et l'ouverture de possibilités pour nos élèves. Philippe Mérieux, sur les E3C, il faut rappeler ce que c'est. Qu'en pensez-vous ? Alors les E3C sont officiellement du contrôle continu. En réalité, pour moi, c'est une sorte d'examen permanent qui va rythmer la scolarité des élèves de la seconde à la terminale. Et j'ai entendu tout à l'heure le ministre évoquer le mot d'exigence. Pour moi, le bachotage systématique et permanent n'est pas l'exigence. C'est le contraire de l'exigence. Donc vous plaidez pourquoi ? Je plaide pour d'autres systèmes. Alors, je trouvais que le système traditionnel n'était pas nécessairement le plus mauvais. Je pense qu'on pourrait imaginer un système d'unité de valeur, par exemple, avec des travaux de long terme qui permettraient d'approfondir et non pas de préparer sous forme de coups de boutoir des examens qui tombent régulièrement et qui imposent à la fois aux enseignants et aux élèves quand même un rythme qui me paraît pas compatible avec la réflexivité, avec la capacité à s'informer, avec la capacité à approfondir que nous attendons aujourd'hui des élèves de lycée. Une réponse, Alors, Jean-Michel Blanquer. C'est vraiment un débat très intéressant et qui, pour le coup, n'est pas binaire, parce que la question est de savoir s'il faut, premièrement, est-ce qu'il faut ou pas du contrôle continu ? On a clairement pris cette position claire, qui est oui, il faut du contrôle continu, qui compte à 40%, vous le savez, 10% d'ailleurs. C'est le bulletin, donc c'est confiance dans la notation que l'on a tout au long de l'année. Puis 30%, les E3C qui répondaient à des attentes, je le rappelle quand même, de certaines organisations syndicales au moment de la concertation sur le baccalauréat. Puisque ce que nous visons, c'est l'objectif du contrôle continu, c'est-à-dire un travail continu des élèves. Et d'ailleurs, chacun observe, même les opposants, que les élèves, avec ce que nous avons fait, ont été plus au travail, les élèves de première cette année, dès le mois de septembre, parce qu'ils comprennent que c'est un travail en continu et pas le bachotage de fin de terminale qui est la solution. Et puis ensuite, on a dû concilier deux objectifs, un objectif de simplicité et un objectif d'objectivité, qui nous était demandé dans les deux cas. Et on a donc un point d'équilibre avec les E3C, qui n'est peut-être pas parfait, c'est pour ça que d'ailleurs ça peut encore évoluer, mais la simplicité, c'est le fait que c'est des épreuves d'1 heure ou de 2 heures. Rappelons qu'il s'agit de 3 épreuves, 2 d'1 heure et 1 de 2 heures, en langue et en histoire-géographie. Et ces épreuves se passent dans le cadre de l'emploi du temps. C'est pas plus lourd, en réalité, que les bacs blancs. Et d'ailleurs, s'il y a des manières pour le rendre encore moins lourd, c'est ce que nous ferons. Mais vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du comité de suivi du baccalauréat. Il est fait pour nous faire des propositions, mais je crois que c'est important que tous ceux qui se prononcent sur le sujet, Philippe Mérieux ou d'autres, puissent dire quel serait le système qui, à leurs yeux, serait alternatif. On va laisser à part conserver l'ancien système, évidemment. Oui, moi je crois à un baccalauréat national. Vous avez évoqué mes responsabilités à l'époque de Claude Allègre et j'avais proposé à l'époque une réforme des lycées en 98, dont vous connaissez sans doute le contenu, qui n'isolait pas, comme vous l'avez fait, le baccalauréat professionnel pour le traiter à part et en diminuant les enseignements généraux au sein de ce baccalauréat, mais qui s'efforçait d'aller vers un lycée unique avec des passerelles permanentes, qui s'efforçait aussi de maintenir une culture commune à côté d'options qui permettent aux élèves de se spécialiser progressivement. On n'est pas du tout dans cette formule aujourd'hui. On est dans une formule de choix. Je suis assez fier de ne pas être dans rapide, vos formules. immédiatement. On va laisser terminer Philippe On est dans une formule qui impose aux élèves quasiment dès la classe de seconde de préparer leur insertion dans Parcoursup et d'organiser la manière dont ils vont s'intégrer dans Parcoursup. Et puis alors au quotidien, vous rencontrez des professeurs, j'en rencontre aussi beaucoup, toutes les semaines, encore cet après-midi, demain, etc. Et ils me disent tous que ça n'est pas du tout de l'approfondissement qui est imposé par le contrôle continu. C'est exactement le contraire. C'est du bachotage et le bachotage de fin de terminale est remplacé par un bachotage permanent. Jean-Michel Blanquer. Non, là encore, il y a le sujet. D'abord, c'est des débats très importants et très intéressants, et je serais ravi d'avoir plusieurs heures pour parler de ça, parce que d'abord, ça ne peut pas être des débats binaires. C'est des sujets complexes qui nécessitent une mise à plat de l'ensemble des éléments. Bon, mais vous regardons avez fait un choix de quoi on vient. fort dans votre réforme, Jean-Michel Oui, il y Blanquer. en a plusieurs choix. Mais l'un des choix, c'est cette question, donc, le mot continu.
Oui, bien sûr. Il y a quand même plusieurs choix, hein. Quand je veux résumer l'esprit de la réforme, je peux le faire en une phrase, c'est comment, en préparant le baccalauréat, l'élève prépare ce qui va le faire réussir après le baccalauréat. Parce que c'est pas un contrôle continu si vous permettez, dans la si vous permettez, examen est-ce que permanent. c'est possible Juste de un mot, développer Jean-Michel Blanquer, puis Ah. Philippe Mérieux. J'espère plusieurs mots, parce que je n'interromps pas Philippe Mérieux, et la question est très importante. Donc c'est comment, en préparant le baccalauréat, on peut préparer ce qui va vous faire réussir après. Parce que si on est dans l'immobilisme, si on ne changeait pas les choses, on a la situation dans laquelle nous étions, c'est-à-dire un très grave échec dans l'enseignement supérieur. Et d'une certaine façon, un système qui déresponsabilise. On fait semblant de ne pas voir des lacunes des élèves, et puis à la fin, c'est en quelque sorte la première année dans l'enseignement supérieur qui est le juge de paix, avec des frustrations, des inégalités pour le coup énormes. Ce que nous faisons, c'est que nous reprenons tout le sujet à la racine. D'abord par cette politique de l'école primaire pour que les élèves soient beaucoup plus ancrés. Et puis cette politique de l'enseignement secondaire qui leur donne beaucoup plus de désir d'apprendre et qui en effet, en choisissant le contrôle continu, aboutit à ce qu'il y ait un travail en continu. Donc ce choix, il est fort, mais ce n'est pas le seul des choix. Il y a aussi, vous le savez, la fin des séries et toute une série d'éléments. Philippe Mérieux, Oui. et ensuite on va parler de ça, de la fin des séries. Le Sur le contrôle- mot continu que vous Oui, le remettiez en contrôle cause. continu c'est pas exactement du contrôle continu que nous avons. C'est un peu une rapidité sémantique. C'est de l'examen continu. Le contrôle continu n'est pas tout à fait ça. Le contrôle continu entérine à chaque instant des progrès qui peuvent être cumulatifs dans une même discipline. Là, on passe des examens qui sont des examens fractionnés. C'est le fractionnement de l'examen avec un bachotage à chaque étape de cet examen. Alors, on pourrait revenir là-dessus très longuement. Moi, je suis partisan des unités de valeur. Je suis partisan de travail sur le long terme, comme nous avions installé en 98 les travaux personnels encadrés que vous avez supprimés dans votre réforme, qui permettaient aux élèves de mener sur une année, voire sur 2 années, des travaux d'approfondissement, de recherche, qui me semblent absolument nécessaires aujourd'hui, précisément pour les préparer à l'enseignement supérieur. Et puis derrière votre réforme des lycées, il y a aussi cette espèce de système de self-service qui me paraît parfaitement, effectivement, en accord avec une certaine vision de la société, où chacun choisirait ce qui lui fait plaisir à un moment donné, sans chercher la cohérence de ce qui peut structurer une scolarité et de ce qui peut permettre à cette scolarité d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Jean-Michel Blanquer, Je allez-y. vous en prie. En tout cas, le débat n'est pas une prime à la courtoisie, parce que si on n'interrompt pas, l'autre peut parler longtemps. Jean-Michel Blanquer, allez-y. Écoutez, il y a vraiment les faux semblants et les réalités. Les faux semblants, c'est de considérer que le système dont on sort serait un système qui serait égalitaire. Ce n'est pas vrai. On avait besoin de changer ce système. Et on avait le besoin de le changer, notamment en permettant une vision beaucoup plus en continu, non seulement de la notation, mais aussi de l'orientation. Quand, dès la classe de seconde, on offre la possibilité de faire des choix à l'élève, ce n'est pas des choix irréversibles, ce n'est pas des choix qui les mettent dans des couloirs, c'est des choix, en revanche, qui leur permettent de se préparer à la suite et donc de mieux réussir après la terminale. Sur la dimension pédagogique, Philippe Mérieux a fait référence à la voie pro, mais là aussi on est dans le qualitatif et pas dans le quantitatif. On a créé la co-intervention, c'est-à-dire on met un professeur de voie générale et de voie professionnelle ensemble. Par exemple, j'assistais récemment à un cours de mathématiques et d'ébénisterie qui permet aux élèves de mieux comprendre les mathématiques. Toujours dans la voie professionnelle, on a cette logique de projet, la notion de chef-d'œuvre. Moi, je suis d'accord avec cette logique de projet. Le nouveau grand oral qui aura lieu donc au bac 2021 est fait pour justement qu'on puisse présenter un projet et qu'en effet, l'élève se prépare pour l'enseignement supérieur de cette façon-là. Mais nous avons évidemment, au travers de la réforme du baccalauréat, fait un système qui est plus un système de choix, mais aussi plus de cohérence avec ce qui suit le baccalauréat. Et ce faisant, on revalorise... votre impatience est plus grande, mais bon. Je pense vraiment revalorisation le temps de parole du baccalauréat... La revalorisation du baccalauréat se produit au travers de cette réforme parce que vous aurez désormais un lien beaucoup plus cohérent entre les choix dans l'enseignement supérieur et ce que vous avez fait au titre du baccalauréat. Philippe Mérieux. Oui, moi je suis partisan, et vous allez voir que je ne suis pas manichéen, de la co-intervention, et je trouve que c'est une bonne mesure. Je suis partisan de la pédagogie du chef-d'œuvre que vous avez mis en place en lycée professionnel. Je pense que c'est une bonne mesure et qu'on aurait pu l'étendre à la pédagogie, y compris pour les lycées d'enseignement général et technologique. Mais vous avez séparé la jeunesse en deux. Il y a des jeunes qui ont droit à la philosophie en lycée général et technologique parce qu'effectivement, ça les intéresse, la vie
vie, l'amour, la mort. Mais en revanche, les jeunes des lycées professionnels, c'est pas des Non, questions qui les concernent. Pas du tout exactement C'est des ça. questions Non, ça c'est le procès d'intention, pardon. à mais c'est l'écart faux. desquelles C'est vous l'exact les Non, laissez c'est l'inverse. systématiquement. C'est terrible vous répandez des mensonges quand vous dites ça. Par exemple, on est en train d'avoir une politique culturelle vis-à-vis des lycées professionnels qui est beaucoup plus volontariste même que vis-à-vis des lycées généraux et technologiques. Ce que je vais faire dans un instant, dans une demi-heure, c'est présenter des campus professionnels où cette politique culturelle sera Mais centrale. Est-ce Pourquoi faire qu'il y ce aura genre un enseignement de la procès philosophie en lycée Il y professionnel? aura, on réfléchit beaucoup à ce point, peut-être sous l'angle de la culture générale, mais je suis attentif à cet enjeu, tout à fait. Bien, Donc, eh ben, écoutez, je peux pas, prends acte et nous accepter la attendons un caricature. enseignement de la philosophie en lycée Mais professionnel parce je que n'ai les pas lycéens je n'ai pas de supprimé lycée un tel professionnel enseignement. en sont très demandeurs. Philippe Mérieux, sur la question des spécialités, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut que progressivement le lycée soit une occasion de découvrir un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de découverte dans le système qui nous est proposé. Nous avions mis en place, il y a quelques années, le système des secondes de détermination qui permettait aux élèves de regarder, d'observer ce qui se passait dans les différentes disciplines pour faire des choix. Aujourd'hui, on est devant des choix qui sont très largement aléatoires. Mais je voudrais, Guillaume Erner, dire un mot simplement. Je déduis de ce que vous dites que vous considérez que c'était un bon système. Non. Par ailleurs, C'était vous faites un partie système des gens qui améliorable. observent les grandes inégalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup plus d'influence que moi dans l'élaboration de ce système que nous voulons changer. Donc c'est une forme de nostalgie que vous exprimez. Et en effet, il y a de grandes innovations dans la formule actuelle. Elles ne correspondent pas à la caricature que vous en faites parce que les enseignements de spécialité, que chacun regarde les programmes, c'est en réalité de grandes découvertes. Regardez ce que je disais tout à l'heure sur l'informatique. Regardez une discipline comme humanité, littérature, philosophie. Ce sont des éléments On va de laisser découverte. répondre Philippe Mérieux. Oui, j'entends ce que dit Monsieur le Ministre et je respecte effectivement les engagements qu'il prend et nous verrons s'ils sont concrétisés. Je voudrais juste rajouter un élément qui me paraît important et qui n'est pas apparu quand même depuis le début de cette conversation, c'est que ce que nous observons chez les enseignants à l'occasion du baccalauréat, me semble-t-il, c'est pas simplement à l'occasion du baccalauréat. Je crois qu'il y a un sentiment de déclassement général qui frappe le corps enseignant aujourd'hui. Vous avez précarisé ce corps enseignant. La loi sur la fonction publique, qui a été relativement passée à la trappe, ou en tout cas qui n'a pas fait l'objet d'une grande publicité, vous permet de travailler avec une majorité de contractuels ou un nombre de plus en plus grand de contractuels. C'est totalement faux. de dire Mais ça. non, Mais c'est bon. totalement faux. Vous gelez le point d'indice depuis déjà très longtemps. Et sur la question des retraites, quand même, on ne peut pas... Bien entendu qu'on ne va pas travailler avec une majorité de contractuels. C'est plus de 90, c'est presque Alors, 95%. vous ouvrez la de porte titulaires, à un c'est- recrutement systématique Non, de mais non, contractuels. c'est le- Et la loi sur la fonction C'est publique vraiment la- ouvre la porte à un Philippe Mérieux, recrutement allez jusqu'au systématique bout et de ensuite contractuels. Jean-Michel Blanquer va Sur la question des répondre. retraites, je voudrais dire un mot quand même, parce que c'est une question hautement symbolique. Qu'est-ce qu'ont perçu les enseignants? Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais qu'est-ce qu'ont perçu les enseignants? Ils ont perçu qu'il y avait eu un projet de réforme des retraites, que vous n'aviez pas du tout anticipé les conséquences de ce projet de réforme des retraites sur la situation des enseignants, qu'après l'intervention des syndicats, vous avez rattrapé le coup en disant on va revaloriser la carrière enseignante, N'importe mais vous qui le peut faites dans vérifier des que ce que vous conditions dites est qui sont faux. aujourd'hui C'est bon. extrêmement On aléatoires. a entendu votre critique, Philippe Mérieux. Non, je Jean-Michel dis simplement, comprenons qu'il y a chez les enseignants un sentiment aujourd'hui d'inquiétude, de malaise, de déclassement, voire de Une prolétarisation. Ils ont réponse, le Jean-Michel sentiment Blanquer. Oui, que c'est- si Ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Alors, Jean-Michel Blanquer. sur le dernier point, on va être d'accord. C'est-à-dire que ce sentiment de déclassement, il existe. Il existe d'ailleurs dans beaucoup de pays dans le monde et c'est une très mauvaise chose. Et je suis le premier à dire, dans mes ouvrages, dans mes écrits, dans mes propos, mais a fortiori depuis que je suis ministre, qu'on doit changer ça par la reconnaissance matérielle et immatérielle du professeur. Et cette reconnaissance matérielle, je vous l'ai dit dans l'émission, on va le faire. On l'a préparé. Il y a eu des premières augmentations cette année. Il y a aussi, par exemple, des mesures spécifiques comme les primes en REP+, qui sont très conséquentes. Et nous allons faire beaucoup plus en 2021. Vous dégelez le point d'indice. Non, le point d'indice est un des facteurs d'amélioration du pouvoir d'achat, c'est loin d'être le seul. Vous sûr. avez le régime indemnitaire va être en particulier très nettement amélioré. Mais ce qui est important de dire, c'est que toute la journée, on bombarde de mensonges le système. Et Philippe Mérieux participe de cela. Quand on dit que je n'ai pas anticipé, n'importe qui peut vérifier que ça n'est pas le cas. Dès le début des travaux de Jean-Paul Delevoye, et il y a des réunions, il y a toute une série de... Je dis que ça a été Non. perçu comme cela, Oui, monsieur le ministre. oui, mais parce que des gens comme vous passent leur temps à dire cela. Mais la non. réalité, c'est que dès qu'il y a eu le début Parce que de la vous logique... n'écoutez pas Attendez, la réalité écoutez-vous, du terrain des enseignants. écoutez-vous.
Jean-Michel Blanquer, allez jusqu'au Là, bout, Philippe oui, Mérieux c'est- ensuite. Dès le début de la réforme des retraites, j'ai évidemment vu que le fait que les professeurs avaient moins de primes que les fonctionnaires comparables pouvait créer une inégalité. J'étais le premier à le Seulement ça, dire. c'est le calcul de la retraite sur... Alors, je sais pas. Qu'il y avait un problème. J'ai été le premier à le dire. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même le dit au mois d'avril dernier, à la sortie du grand débat. Reprenez ces phrases. Il dit, comme il y a ce problème, on va résoudre ce problème en faisant d'une pierre deux coups, c'est-à-dire garantir les retraites et améliorer la rémunération. Donc on a transformé un risque en deux bonnes nouvelles. Et donc, on peut faire semblant de ne pas entendre ça. Vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Et ça va se voir dans les bulletins de paye en 2021, notamment des plus jeunes. Et puis, au fil des années, avec la programmation qu'on est en train de faire, ça va être très substantiel. Donc pourquoi ne pas vouloir entendre ça? Et alors, faire le procès qu'on n'ait pas anticipé cette chose est tout à fait absurde. On l'a anticipé, et c'est justement parce qu'on l'a anticipé qu'aujourd'hui, on est prêt en termes de finances publiques à avancer. Et ça a été dit par le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Comptes publics. Donc, on vous a entendu, Jean-Michel Blanquer, sur ce point. Là, je pense qu'il faut laisser conclure Philippe Mérieux, et vous conclurez ensuite 30 secondes chacun. Le sentiment chez les enseignants qui me paraît dominer aujourd'hui, c'est un manque à la fois de reconnaissance en termes d'image et un manque de reconnaissance en termes de rémunération au sens large, rémunération symbolique, rémunération financière. C'est le sentiment qu'on modifie en permanence des programmes, que le ministre qui avait annoncé, et nous étions un certain nombre à l'avoir salué, qu'il ne ferait pas de loi, qu'il ne ferait pas de réforme, qu'il évaluerait d'abord tout ce qui se passe avant de tout changer, que ce ministre est en train de tout changer et de le faire au forceps. 30 secondes de conclusion, Jean-Michel Blanquer. Avec une grande improvisation quand même, en particulier pour cette réforme du baccalauréat, dont subissent les conséquences à la fois les lycéens et les professeurs. Jean-Michel Blanquer, une conclusion. Il faut qu'on arrive à créer un cercle vertueux constructif. Malheureusement, ce type de discours qu'on vient d'entendre, c'est ce qui sans arrêt détruit. Et c'est ce que j'essaye de changer. Je sais que c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a un climat qui n'est pas très bon. Mais qu'il est difficile d'avoir ce travail de construction quand sans arrêt, ce que l'on fait est caricaturé. Donc oui, il y a un malaise. Ce malaise n'est pas d'hier, il n'est pas d'il y a 2 ans. On a de vrais sujets structurels à prendre à bras-le-corps sur le niveau de nos élèves pour le consolider, sur la justice sociale. L'ensemble de nos mesures visent ceci, hausser le niveau général, la justice sociale et la considération pour les professeurs. Merci à tous les deux, Jean-Michel Blanquer, Philippe Mérieux.